Mais en tout cas, à cette occasion, clairement, il faut le faire. Taux d'abstention très élevé, par méconnaissance peut-être. Pourtant, le Parlement européen codécide désormais dans 85 domaines d'intervention de l'Union européenne avec les représentants des États réunis au Conseil, par indifférence pour d'autres, alors même que récemment l'Union européenne a cofinancé les achats de masques ou le chômage partiel pendant la pandémie, protège les travailleurs quand elle donne un statut de présumé salarié aux livreurs de plateformes ou acte le principe d'un salaire minimum dans chaque État. Au-delà de ce premier enjeu qui est d'aller chercher les abstentionnistes, le deuxième enjeu, c'est le score de la gauche en général. Aujourd'hui, la gauche, l'ensemble des forces de gauche réunies au Parlement européen, c'est 248 députés sur 705, c'est-à-dire 35%. Alors on ne peut pas décemment se plaindre d'une Union européenne qui serait jugée trop libérale et ne pas se mobiliser en allant voter pour la gauche. Une fois que j'ai dit ça, on pourrait se faire plaisir et se dire on a un scrutin proportionnel à un tour, votons utile, votons comme ça nous chante, et tout ira bien. On ne fera que renforcer la gauche. Pourtant, il y a un réel risque de dispersion et d'évaporation des voix, puisque les listes qui ne feront pas au moins 5% des suffrages n'auront pas de représentants. Ça veut dire que tous les votes qui se seront positionnés sur ces listes seront des votes perdus. Et j'en viens au troisième enjeu, qui est le score du Parti socialiste européen, dont la liste PS Place Publique, menée par Raphaël Glucksmann en France, fait partie. Aujourd'hui, il y a 38 sièges qui séparent le Parti socialiste européen du Parti populaire européen représentant la droite modérée au Parlement européen. Ce sont les deux plus gros partis transeuropéens au Parlement européen. Or, c'est le Parlement européen qui élit le président de la Commission européenne et qui investit les membres de la Commission européenne. Et c'est cette commission, conjointement avec le Conseil européen, qui donne l'impulsion et qui va influer sur les orientations de l'Union européenne dans les 5 années qui viennent. Le traité prévoit que le président de la Commission doit être désigné, je cite, en tenant compte du résultat des élections. La pratique, depuis au moins 2 élections, c'est que le groupe qui arrive en tête au Parlement européen gagne le droit de désigner le président de la Commission européenne. Et donc, il est d'autant plus essentiel que le PSE parvienne en tête à l'issue de ce scrutin. C'est d'autant plus important que, récemment, on a pu observer que le Parti populaire européen n'hésitait plus à s'allier à l'extrême droite. Il y a 2 groupes nationalistes ou d'extrême droite au Parlement européen, qui représentent quand même 18% des sièges. Et dans le cadre, par exemple, de la loi sur la restauration de la nature, le Parti populaire européen s'est allié à l'extrême droite pour détricoter cette loi européenne. Et non seulement on a pu le constater récemment, mais en plus, dans le cadre du débat qui a opposé les têtes de liste européennes à Maastricht il y a quelques jours, Ursula von der Leyen, qui est la présidente sortante et la candidate du Parti populaire européen, n'a pas exclu de ponctuellement faire ce genre d'alliance avec l'extrême droite. Donc c'est d'autant plus important pour nous. Et je voudrais finir en disant que pour ceux qui voudraient donner une dimension, une coloration nationale à ce scrutin, il n'y a pas besoin de voter RN pour sanctionner Macron. Le vote Raphaël Glucksmann aboutit au même résultat. Autant éviter de donner trop de poids à l'extrême droite qui veut bloquer, voire détruire de l'intérieur l'Union européenne, sans laquelle nous serions à la merci de la Russie, voire en conflit entre nos nations. Donc le 9 juin, un seul vote efficace, celui pour la liste menée par Raphaël Glucksmann. Voilà. Je vais donner la parole successivement à Eva Linares-Cruz, coordinatrice pour l'Île-de-France de Place Publique, puis à Nadège Azaz, maire de Châtillon, puis à Jean-Marc Germain, notre candidat sur la liste des européennes qui est dans le top 10, donc qui a de fortes chances de nous représenter au Parlement européen à l'issue de ce scrutin. Eva, pour 5 minutes. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir à Suresnes pour parler un petit peu d'Europe ensemble. Je voulais remercier très chaleureusement Gaëlle d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait cette amitié-là.
parce qu'effectivement, on se connaît depuis les élections municipales de 2020, en fait. Je me souviens être venue ici pour porter avec toi la campagne dans un contexte extrêmement complexe pour la gauche à l'époque. Et donc voilà, merci de me permettre ce soir d'être aux côtés de Jean-Marc Germain et de Nadège Attaz pour cette réunion publique sur l'Europe. Alors, le sujet de ce soir, pourquoi l'Europe, pourquoi c'est si crucial ce scrutin? En fait, tu m'as un peu pris toute la première partie de mon discours, parce que c'était un petit peu ce que je voulais dire. Concrètement, au Parlement européen, il y a la gauche, PES, et il y a la droite, PPE, qui sont les deux groupes majoritaires. Et aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. On peut, concrètement, faire basculer l'Europe et avoir une majorité de gauche au Parlement européen. Parce qu'on n'est plus très loin, donc tu disais 38, moi j'avais dans l'idée une trentaine. On peut le faire, et en fait ça change tout. Parce qu'avoir, comme tu disais, Ursula von der Leyen qui tend la main à l'extrême droite comme présidente de la Commission, ou alors avoir Nicolas Schmit qui se bat pour les droits des travailleurs au niveau européen, et ben ça change tout. Et puis avoir une majorité de gauche, en fait, ça permet de faire une politique de gauche. Donc c'est plutôt mieux que ça fait 25 ans en fait qu'on est dans une politique ultra néolibérale à niveau européen. Et donc en fait, il est temps de sortir de ça. Et puis alors, pour quand même faire un petit peu différent de toi dans l'intro, je voulais revenir sur juste l'expression que le président de la République avait employée dans son discours de la Sorbonne en disant « l'Europe est mortelle ». Alors, au risque de le décevoir, c'est pas l'Europe qui est mortelle, c'est le néolibéralisme en fait qui est mortel, qui est mortifère d'ailleurs aussi. Mais c'est lui là qui est en train de mourir en fait, cet ultralibéralisme. Alors pour lui, je pense que c'est compliqué, effectivement, il confond un petit peu les deux. Mais à mon sens, l'Union européenne, elle, qui est fondée sur une volonté de paix dans les peuples, c'est pour ça qu'elle est née, cette volonté d'avoir la paix sur le continent européen, pour moi, elle est immortelle. Et donc l'Union européenne est immortelle. Par contre, effectivement, aujourd'hui, elle est en danger. Elle est en danger parce que d'un côté, on a la Russie de Poutine, hein, tout simplement, quand même, avec la politique qu'il mène. Et de l'autre côté, bientôt, on a potentiellement à nouveau Trump aux États-Unis. On a la montée de l'ultra-droite aussi à niveau européen, en France, dont les idées, effectivement, je pense que vous êtes tous d'accord, on leur place que dans les poubelles de l'histoire, hein, et pas ni au Parlement européen, ni parmi des élus en France. Et donc, effectivement, il y a ce danger. Et je pense qu'on a une responsabilité collective, tous. Alors moi, je pense surtout aux enfants, en fait, à l'avenir, à ce qu'on va leur laisser. Et puis je me disais, en fait, dans ce marasme ambiant, la lueur d'espoir qu'on a, c'est qu'effectivement, nous ne sommes qu'à 30 députés de faire basculer l'Europe à gauche. Et donc, c'est une Europe de gauche, c'est une Europe qui protège, c'est une Europe puissance écologique, c'est une Europe solidaire, c'est une Europe plus juste, et c'est une Europe qui améliore concrètement le quotidien des gens. Alors j'en parlais juste avant le début de la réunion avec le secrétaire de section de Nanterre. On se disait, oui, effectivement, on a toujours l'impression que l'Europe, c'est quelque chose qui est très loin. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas, c'est quelque chose qui est complexe. Mais en fait, l'Europe, c'est peut être très concret. L'Europe, je pense que Nadège le développera beaucoup mieux que moi, ce sont des fonds spéciaux pour soutenir des projets et des collectivités, concrètement. L'Europe, c'est la PAC, la politique agricole commune. Alors oui, qu'il faut évidemment repenser et réformer, mais dont nous sommes les premiers bénéficiaires, avec, tu me diras si je me trompe, 9 milliards qui sont pour la France. Donc la PAC, c'est notre agriculture, donc c'est ce que nous mangeons, et concrètement, c'est ce que nos enfants mangent aussi. Donc en fait, c'est quand même très très important. L'Europe aussi, pour revenir sur le travail de nos députés, donc dans le groupe social-démocrate à niveau européen, dans le PES, les petites victoires qu'ils ont eues, c'est quand même faire passer le devoir de vigilance des entreprises, l'obtention de droits pour les travailleurs des plateformes, et puis récemment aussi le retrait de l'Europe de la charte de l'énergie. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette charte. C'était quand même une charte qui rendait possible que des multinationales, en fait, poursuivent des États, tout simplement, dans l'Union européenne. Donc des multinationales qui poursuivent des États. À mon sens, c'est quand même un petit peu le monde à l'envers. Et en plus, c'est en totale contradiction avec l'urgence d'une révolution écologique. Et donc c'est ce sujet que je voulais développer très brièvement ce soir, c'est la révolution écologique. Une véritable révolution écologique, donc c'est un projet de protection de l'environnement et de la biodiversité, mais c'est aussi un projet de protection de la santé des Européens. Avec, alors, je voulais citer juste 4 points très brièvement, l'idée d'un Buy European Act, c'est-à-dire une loi achetée européen, notamment pour les commandes publiques,
Et ça, c'est très important parce que ça permettrait d'engager une véritable planification écologique et industrielle de long terme dans des secteurs fondamentaux, donc comme la santé, l'alimentation, l'énergie, puis aussi la défense. Donc ça, c'est le premier point, donc le Buy European Act. Ensuite, un deuxième point, ça serait un objectif de 70% d'énergie renouvelable, qui est donc la moins chère, d'ici à 2040. Ça, c'est un deuxième objectif de révolution écologique. Un troisième, donc je reviens sur la PAC, donc la politique agricole commune, mais pour qu'elle ne pose plus les agriculteurs et l'écologie. Parce que ça aussi, c'est la petite chanson qu'on entend, allez, je dirais depuis 25 ans, sûrement avant aussi, mais je ne sais pas s'il y avait que ça, de se dire que, en fait, l'agriculture et, enfin, les agriculteurs et l'écologie, c'est pas compatible. C'est un peu cette petite chanson ultralibérale, enfin voilà, de politique ultralibérale qu'on a entendue, qu'on a tellement entendu chanter sur tous les tons que quelque part, il y a un moment, il y a eu cette forme d'espèce de résignation collective, comme si c'était normal, alors qu'en fait, déjà, ça l'est pas. Et en plus, en fait, c'est tout simplement faux. C'est l'inverse. Donc voilà, petit spoil, la FNSEA n'est pas l'amie des agriculteurs. Et donc une révolution écologique, donc la refonte de la PAC, dans le projet européen que Jean-Marc Germain porte et que je suis très heureuse d'être représentée aussi ce soir, c'est donner des moyens aux agriculteurs pour vivre dignement de leur travail, dans des exploitations de taille raisonnable, des conditions de travail décentes, pour produire des aliments de qualité qui préservent aussi notre santé à nous. Parce qu'à la fin, c'est nous qui mangeons ça aussi quand même, donc c'est aussi notre santé. Donc c'est eux, c'est leur santé, c'est notre santé, c'est des moyens, donc en fait, on est tous gagnants. Quoi qu'en dise la FNSEA. Le dernier point, c'est aussi, alors c'est un peu plus technique, mais c'est une révolution écologique pour imposer des mesures miroirs dans tous les traités de libre-échange, afin de ne pas avoir concrètement, dans son supermarché, des aliments qui ne respectent pas les normes européennes. Donc en termes d'engrais, de pesticides, et puis je pense à l'alimentation des bovins et des ovins. Et donc en fait, ces aliments qui sont vendus moins chers que des produits qui respectent les normes européennes sur le territoire européen. Et voilà. Un exemple et demi, par exemple, le riz. Le riz, alors vous allez me dire, le riz, on en trouve dans tous les supermarchés, mais en fait, le riz, la dépendance de l'Union européenne, c'est que 40%, mais quand on passe à la France, c'est 92%. Et ce riz, en fait, il vient principalement d'Asie, et en Asie, les normes sur les engrais et les pesticides ne sont pas les mêmes qu'à niveau européen. Donc nous, concrètement, quand on achète du riz, on n'achète pas du riz qui est aux normes européennes. Et alors le soja, j'ai pris l'exemple du soja parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a pas de droit de douane depuis 1962 pour le soja. Aujourd'hui, plus de 90% du soja qui est cultivé au Brésil et aux USA est OGM, et ce sont les deux premiers fournisseurs de l'Union européenne. Donc la culture OGM, elle est interdite en France, mais il est possible d'en importer, notamment pour nourrir le bétail, donc nos vaches, hein, concrètement. Et cette culture OGM, elle est associée à un usage accru de pesticides. Donc, par exemple, au Brésil, 200 substances pesticides sont utilisables sur le soja, dont moins de la moitié sont autorisées en Union européenne. Et ce soja, après, ce sont notre bétail, nos vaches qui les mangent, en fait, concrètement. Donc nous, notre projet européen, c'est de porter une souveraineté alimentaire européenne en adéquation avec un mode de production soutenable et pérenne. Et est-ce que j'ai fait mes 100 minutes? Ah, voilà. Et à 8 minutes. Ah, pardon.